Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème de la réforme de la procédure contentieuse. La réforme du divorce contentieux, précisément, qui s'inscrit dans la réforme de la procédure civile qui va rentrer en vigueur en janvier 2021. Alors, comme d'habitude, il est 14h01. Il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire. Si vous voulez bien, on se donne 3-4 petites minutes, le temps de démarrer. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger les fichiers qui ont été préparés à votre attention pour vous donner les éléments les plus clairs sur cette réforme. Donc, dans l'onglet « Les fichiers », vous avez 4 documents que je vous invite à télécharger. Et vous avez aussi 2 PowerPoint dans l'onglet « Diapositives » que vous pouvez aussi télécharger. Il est 14h02, je vous dis dans 3 minutes, à 14h05, on commence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous connecter. Vous êtes de plus en plus nombreux. On attend encore 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Vous êtes presque 60. On avait à peu près 80 inscrits. Donc, si vous voulez bien, on attend encore 2 minutes. Pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle virtuelle, je vous invite à télécharger les fichiers dans l'onglet « Les fichiers », à nous faire un petit coucou, si vous voulez, dans le chat, à bavarder. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez deux praticiennes extrêmement chevronnées que vous connaissez, Maître Isabelle Rubin, associée du cabinet, qui pratique le droit de la famille depuis de nombreuses années et qui connaît vraiment tous les rouages des procédures et aussi le fonctionnement des différents tribunaux. C'est extrêmement important. Et Maître Julia Ross, sa collaboratrice, qui elle aussi pratique le droit de la famille au quotidien et notamment le droit patrimonial, à savoir que tout ce qui concerne, tout ce qui relève du patrimoine représente un enjeu souvent extrêmement sensible dans les divorces contentieux. Nous l'avons déjà abordé la semaine dernière dans le cadre du webinaire « Le couple et l'argent ». Est-ce toujours le nerf de la guerre? Et si vous souhaitez disposer de la documentation, du replay, eh bien, vous pouvez aller sur l'onglet Lire, voir et entendre sur le site du cabinet. Et je vais tout de suite vous envoyer le lien dans le chat. Et là, vous aurez une documentation extrêmement dense. Non seulement vous trouverez le replay du webinaire que nous avons eu le plaisir d'animer avec une notaire, Maître Annelise Michel Gonzalez. Voilà. Et là, je viens de vous envoyer le lien, mais vous trouverez aussi énormément de petites vidéos de la Chambre des notaires, ainsi qu'une documentation extrêmement complexe sur tous les sujets afférents aux problèmes patrimoniaux, ainsi que des liens vers des sites, et aussi de nombreux liens vers la législation qui vous permettront d'orienter au mieux les agents et salariés que vous rencontrez sur les problématiques patrimoniales dans le cadre d'un divorce. Il est 14h06. Nous allons démarrer immédiatement le webinaire de ce jour. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. Alors, le webinaire de ce jour, la thématique, c'est « Vers la fin du divorce contentieux, le point sur la réforme de janvier 2021 ».
Je vous replace très rapidement le contexte. La loi du 23 mars 2019 qui porte sur la réforme de la justice, donc une réforme de la justice au sens global, pas la réforme du divorce spécifiquement, apporte, cette réforme de la justice, d'importants changements à la procédure de divorce. En effet, alors ça avait été d'abord annoncé avant le premier confinement, au printemps 2020, et ça a été décalé précisément à cause de la crise sanitaire, mais là, désormais, ça va vraiment rentrer en vigueur. À partir du 1er janvier 2021, la procédure de divorce contentieux devient unique. Il n'est plus découpé en deux phases. Maître Arros va nous expliquer dans quelques petites minutes comment cela se passe actuellement et Maître Rubin nous expliquera l'objet et les enjeux de la réforme. Donc, désormais, à partir du 1er janvier 2021, le juge aux affaires familiales, dans le cadre des divorces contentieux, sera saisi une seule fois par une demande en divorce. C'est dire que le souci du législateur est véritablement d'accélérer les procédures de divorce. C'était déjà le cas dans le cadre de la réforme du divorce amiable, qui, comme vous le savez, ne se déroule plus qu'entre avocats, et donc dont les délais sont particulièrement raccourcis puisqu'il n'y a plus à déposer de requête devant le juge des affaires familiales et attendre une date d'audience. Et donc, cette réforme de la procédure du divorce contentieux, elle se veut beaucoup plus rapide et elle se veut aussi beaucoup plus pacificatrice puisque on supprime une audience. Alors, la question qui va animer nos échanges à Maître Rubin, Maître Arros et Léa Marteau aussi, que je salue, qui est notre stagiaire élève avocate au sein du cabinet, va tourner aussi un peu autour de la notion de grief, de faute. Parce que qui dit divorce contentieux dit grief et parfois faute dans le cadre du divorce pour faute. Est-ce que la notion de grief ou de faute va être vidée de son contenu? Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais demander à Maître Julie Arros, ici présente, de nous rappeler déjà ce qu'est le divorce contentieux, au-delà de la notion, bien entendu, de grief ou de faute, et de nous expliciter déjà quels sont les trois différents divorces contentieux qui existent actuellement, qu'on peut introduire devant un tribunal qu'on appelle maintenant plus le tribunal de grande instance, je vous le souligne. On appelle désormais les tribunaux judiciaires. Voilà, Maître Arros, quelles sont les trois procédures qu'on peut lancer dans le cadre d'un divorce contentieux? Merci Judith. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, le divorce contentieux signifie la chose suivante. Signifie que les époux ne sont pas parvenus à s'entendre sur soit le principe même de divorcer, soit sur les conséquences du divorce. Dans ce cas-là, effectivement, quand on n'a pas un accord total sur les conséquences de la séparation, on emprunte un divorce dit contentieux. Alors, il existe à l'heure actuelle, et ce sera toujours le cas à la suite de la réforme, donc ce que je vous dis là va toujours être d'actualité, trois types de divorce. Trois types de divorce, cela veut dire qu'il y a trois types de fondements pour justifier une demande de divorce. Le premier fondement qu'il y a, c'est le divorce qu'on dit divorce accepté. Le divorce accepté, cela signifie que les époux sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage, c'est-à-dire que les deux époux sont d'accord de dire, voilà, on veut tous les deux divorcer. Pourquoi ils n'ont pas emprunté un divorce amiable, un divorce par consentement mutuel? Parce que s'ils sont certes d'accord sur le principe de vouloir divorcer, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur les conséquences du divorce, donc les mesures relatives aux enfants et les mesures patrimoniales entre eux. Et donc, ils vont avoir besoin qu'un juge intervienne pour trancher les points de désaccord et les points de litige. Mais en revanche, ils sont d'accord sur le principe du divorce. Donc, aujourd'hui, à l'audience de conciliation, qui est l'audience des mesures provisoires avant le divorce définitif, les époux signent ce qu'on appelle un procès verbal d'acceptation. Et c'est un document qui implique que, postérieurement à sa signature, on ne pourra plus venir solliciter un divorce pour faute et on ne pourra plus faire état de grief. Le procès verbal d'acceptation peut aussi, lorsqu'il n'a pas été signé à cette fameuse audience de conciliation, peut être aussi régularisé par la suite. On peut toujours revenir à ce principe de l'accord. Ça, c'est Excusez-moi de vous couper, Julie. Je fais juste un arrêt sur image sur cet aspect de la première phase de la procédure contentieuse, c'est-à-dire au niveau de la conciliation,
qui est extrêmement importante et qui est souvent mal connue, mal appréhendée. Donc, le procès-verbal d'acceptation, si j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le cas d'un divorce contentieux, à l'issue de cette première audience, est-ce qu'ils disent finalement, on est d'accord sur tout? Qu'est-ce que ça veut? C'est cette notion que j'aimerais que vous éclaircissiez, cette notion d'acceptation. Cette acceptation, elle porte sur quoi exactement? Alors, l'acceptation, Judith, qui effectivement se signe en cours d'audience de conciliation, cette acceptation porte sur le principe de la rupture du mariage. Donc, les époux ne disent pas qu'ils sont d'accord sur tout, mais ils disent qu'ils sont d'accord sur le fait de vouloir divorcer. Voilà. Mais ils ne sont pas d'accord sur les conséquences, et c'est la raison pour laquelle ils se présentent devant un tribunal et qu'ils ne poursuivent pas un divorce par consentement mutuel. Parce qu'ils sont d'accord que sur le principe de la rupture du mariage. Ça, et donc, si je comprends bien, excusez-moi de vous couper, donc s'ils signent ce procès-verbal d'acceptation, en tout cas donc sur l'accord sur le principe du mariage, ils ne peuvent pas revenir sur cet accord. Non, c'est absolument impossible. Donc ça, c'est voilà, effectivement le premier fondement qui justifie un divorce, qui est prévu par l'article 233 du Code civil. Ensuite, vous avez le divorce pour faute, au tort donc exclusif de l'un des époux ou au tort partagé. Donc ce divorce, il nécessite, comme son nom l'indique, une faute et un préjudice et une imputabilité, comme en droit classique. Ce divorce pour faute, il est très peu utilisé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous faites le choix d'assigner sur un fondement, et que là, en l'occurrence, vous choisissez d'assigner en divorce pour faute, qui est prévu par l'article 242 du Code civil, si le juge d'affaires familiales considère que les faits qui sont reprochés ne permettent pas de qualifier une réelle faute au sens du Code civil et de la jurisprudence, le juge d'affaires familiales peut, ce qu'on appelle débouter, c'est-à-dire rejeter la demande de divorce pour faute. Et ce rejet placerait les époux, en tout cas l'époux demandeur, en grande difficulté, puisqu'il se retrouverait finalement avec un jugement, avec un débouté de sa demande de divorce, et donc les époux ne sont pas divorcés, et il faut recommencer depuis le début toute la procédure. Donc le divorce pour faute, on ne l'utilise que dans les cas où on est certain à l'étude, à l'analyse du dossier, qu'il a des chances optimales, et j'allais dire à 100%, de prospérer. Donc, la faute doit être vraiment qualifiée de manière certaine. On est là effectivement souvent dans le cadre de violences conjugales, où on va possiblement invoquer un divorce pour faute, mais attention, des violences conjugales avérées qui ont donné lieu, dans certains cas, à une condamnation par le tribunal correctionnel, avec une ITT. Donc, voilà, on ne peut pas faire un divorce pour faute, par exemple, quand on a des violences qui sont certes vraisemblables, mais par exemple, dont on a une enquête pénale en cours, puisque tout le monde connaît ici le principe de la présomption d'innocence, qui signifie que tant que la personne n'est pas condamnée par un tribunal, elle est présumée être innocente. Et donc, le juge d'affaires familiales va se retrouver en difficulté à l'étude d'un dossier fondé sur cette analyse, puisqu'il ne pourra pas prononcer un divorce pour faute, notamment pour des raisons de violence conjugale, tant qu'il n'a pas la preuve de la culpabilité. Et la preuve de la culpabilité, elle est là par un jugement du tribunal correctionnel ou par une mesure alternative aux poursuites, type rappel à loi et ce genre de choses. Donc, le divorce pour faute, on est prudent là-dessus, puisque vous voyez bien que même quand on est en présence de violence conjugale, on l'utilise avec parcimonie parce que on ne veut pas de débouter. Ça, c'est pas possible parce qu'on doit tout reprendre, comme je vous disais, depuis le départ. Donc, c'est un divorce qu'on réserve dans les cas effectivement les plus graves, et il y a évidemment des cas qui le justifient. Et quand c'est effectivement la réalité et que le cas, la situation le justifie, on n'hésite pas à le faire. Excusez-moi de vous couper, Julie, juste là-dessus, vraiment parce que c'est un sujet auquel sont confrontés, j'espère pas quotidiennement, mais malheureusement trop souvent, les assistants sociaux qui assistent à ces webinaires. Donc, si j'entends bien ce que vous dites, c'est que quand on est confronté à une problématique de violence conjugale, il faut bien évidemment, la question de la preuve, il faut que ce soit avéré. C'est pareil
en matière pénale, en matière correctionnelle. Mais donc, le conseil que vous donneriez aux gens qui sont confrontés à des problématiques de violence conjugale, c'est pas forcément d'aller tout de suite sur le terrain du droit de la famille, ou peut-être aller vers l'ordonnance de protection, ou tout de suite aller, ou n'aller exclusivement que vers le pénal. Et je vais un peu plus loin. Et si et seulement si le pénal prospère, eh bien oui, on peut aller au JAF. Alors, oui, quand on a des violences conjugales et qu'il y a une situation de danger, on a recours à l'ordonnance de protection. Quand on a des violences conjugales aussi, ça nous permet, en matière familiale, de, par exemple, obtenir une date d'audience proche. Parce que vous savez tous que les tribunaux sont absolument débordés, hein, c'est ce qui fait probablement l'objet de la réforme, et que donc, quand vous déposez une requête classique, vous pouvez être convoqué devant le juge d'affaires familiales, parfois 6 mois, 8 mois après le dépôt de votre requête. Donc, quand on est en présence de violences conjugales, outre le fait de pouvoir obtenir une ordonnance de protection, l'avantage, c'est que ça nous permet aussi d'obtenir une date d'audience proche. Et donc, ça permet aux personnes d'avoir un jugement qui statue rapidement sur la résidence des enfants, la jouissance du domicile conjugal et autres. Donc, les violences conjugales, on les exploite de toute façon dans le cadre du droit de la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même être prudent sur l'assignation en divorce pour faute, quand bien même on est en présence de violence. Parce qu'encore une fois, il faut des éléments de preuve solides pour pouvoir avoir satisfaction. Je vais justement, puisque je terminais sur le divorce pour faute, répondre à la question de Madame Michaud qui est extrêmement pertinente et j'allais d'ailleurs justement y venir et c'est pour ça que j'y réponds maintenant et pas à la fin du webinaire. Il faut aussi s'interroger sur l'intérêt de ce divorce pour faute, puisqu'il présente un risque, comme je vous l'ai dit, le risque du début. Alors, bon, parfois, il y a un intérêt effectivement sentimental. Les gens qui ont été victimes d'une faute de la part de l'autre époux ont envie finalement que cette faute apparaisse et que ce divorce soit justifié par cette faute. Donc, il peut y avoir effectivement un intérêt sentimental. Et il y a un intérêt effectivement de dommages et intérêts, donc un intérêt financier, puisque le divorce pour faute, si l'époux ou l'épouse justifie que ce divorce lui a causé un préjudice. Donc, par exemple, on a un suivi psychologique derrière ces violences parce qu'effectivement, ça a été quelque chose de traumatisant ou derrière un comportement fautif de l'époux qui a enchaîné les violations et aux obligations élémentaires du mariage. Effectivement, ces violations souvent entraînent un préjudice qui est très souvent moral et aussi physique dans le cadre de violence. Et donc, on pourra demander au juge d'affaires familiales, dans le cadre du divorce, la réparation de ce préjudice. Alors, qu'on soit bien d'accord, on est quand même sur des montants, j'allais dire, modestes et qui ne sont pas mirobolants. Le fait que le divorce ait été prononcé au tort exclusif de l'un ou de l'autre des époux n'apparaît pas en marge de l'état civil. Donc, c'est-à-dire que sur l'acte de mariage et l'acte de naissance des époux, où la mention du divorce sera apposée, il n'y a pas de mention du fondement sur lequel le divorce a été prononcé. Donc, la mention de la faute n'apparaîtra nulle part. Voilà. Donc, ça, c'est le divorce pour faute. Et le troisième divorce qu'on utilise quand même très souvent, c'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce divorce-là, il est donc dans l'hypothèse où il n'y a pas de faute et où il n'y a pas eu de procès verbal d'acceptation, c'est-à-dire que l'un des époux n'est pas d'accord pour divorcer. Dans ce cas-là, quand on est dans ce cas de figure, il nous reste un seul fondement, qui est celui de l'altération définitive du lien conjugal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a eu une cessation de communauté de vie entre les époux. Cessation de communauté de vie, pour être très clair, ça veut dire que les époux ont cessé de cohabiter. Voilà, parce que la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de communauté de vie. Donc, avant la réforme, donc à l'heure actuelle, au 19 novembre 2020, nous pouvons introduire cette assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal quand les époux sont séparés depuis plus de 2 ans au jour où on délivre cette assignation. La grande innovation de cette réforme est que ce délai est réduit à 1 an et ça, Maître Rubin vous en parlera plus en détail. Alors, oui, effectivement, c'est important
de mettre le point sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui veut divorcer, finalement, il doit justifier d'un motif. Alors, quand je dis justifier d'un motif, c'est-à-dire qu'il doit avoir un fondement et qu'il ne peut pas dire « je veux divorcer, j'assigne et je ne justifie de rien, sauf à ce que ma volonté est celle de divorcer ». Aujourd'hui, on doit avoir un fondement, soit parce qu'on est d'accord tous les deux, soit parce qu'il y a une faute qui justifie cette séparation, ou soit parce qu'on est séparés depuis plus de 2 ans et maintenant depuis plus de 1 an. Voilà les 3 fondements qui doivent animer ce divorce, Julie. Merci beaucoup, Julie. Petite question technique auquel vous avez fait référence en disant que la réparation dans le cadre d'un divorce contentieux, c'est un dédommagement qui est souvent modeste. Wahiba nous pose une excellente question à laquelle je pense que je peux commencer à répondre, mais je vous invite à y répondre plus précisément. Est-ce que cette réparation, c'est une sorte de compensation mensuelle, comme on dirait une rente qui correspondrait à la suite d'une pension au titre du devoir de secours, ou est-ce que c'est en général un capital? Non, Wahiba, je peux déjà vous y répondre, mais Maître Arrose va répondre plus précisément immédiatement. Ce n'est pas, me semble-t-il, Julie, ce n'est pas une réparation mensuelle. Oui, tout à fait, Judith, c'est un capital, hein, c'est vraiment des dommages et intérêts. Donc, c'est un capital qui n'a absolument, évidemment, rien à voir avec la pension alimentaire au titre du devoir de secours, avec la prestation compensatoire. Voilà, là, on est vraiment sur une réparation en termes de dommages et intérêts quand le juge d'affaires familiales accepte le prononcé du divorce pour faute et considère qu'effectivement, ces fautes ont entraîné des préjudices. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Alors, avant de passer à un point particulier qu'a soulevé Catherine, qui est vraiment, alors avec les violences conjugales, c'est le motif le plus communément invoqué dans le cas d'un divorce pour faute, c'est l'adultère, même aujourd'hui en 2020. Avant de passer une petite vidéo très intéressante d'un psychologue sur l'appréhension de cette notion d'infidélité de nos jours, un psychologue extrêmement intéressant spécialisé dans les thérapies de couple qui s'appelle Serge Ephèse. Vous avez dû le voir sur de nombreux plateaux télé ou l'écouter à la radio. J'aimerais poser une petite question à Maître Rubin, même si elle va intervenir plus généralement sur la réforme elle-même. Vous, Maître Rubin, qui avez vu passer toutes les réformes, beaucoup de réformes en tout cas sur ces 10 à 20 dernières années concernant le divorce, est-ce que notamment cette notion d'infidélité ou même de violence, on peut aborder les deux, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans l'appréhension de ces deux notions par les magistrats? Est-ce qu'aujourd'hui c'est très minoré ou comme le dit Maître Arrose, même en matière de violence conjugale, il faut vraiment des éléments extrêmement probants et alors que peut-être il y a 10 ou 20 ans, effectivement, on pouvait l'invoquer sans forcément avoir des pièges. J'aimerais avoir votre ressenti par rapport à l'évolution législative. Alors, bonjour à tous, à toutes. Alors, il est sûr que cette notion d'adultère, d'infidélité a évolué avec le temps. Avant, c'était un délit, c'était une faute grave après. On faisait souvent, même au début de ma carrière, on faisait souvent des demandes de constat d'adultère. Il fallait avoir l'autorisation d'un juge pour avoir la désignation d'un huissier, d'un commissaire de police qui viennent le matin, à 6 heures du matin, pour constater l'adultère du mari ou de la femme. Et il est vrai aujourd'hui que je n'ai plus vu, et on ne voit plus ces demandes de constat d'adultère, on ne voit plus ce genre de pièces, on peut voir encore des rapports de détectives qui vont filer, suivre, est-ce qu'il y a la voiture de l'amant devant le domicile conjugal, quand monsieur est au travail, ou témoignage, etc. Mais il est vrai que cette notion d'infidélité a évolué. Il suffit d'entendre à la radio les sites de rencontres pour hommes, femmes mariées. Il suffit de lire la presse féminine ou masculine pour se rendre compte que la notion d'infidélité a beaucoup évolué et au niveau de l'importance, de l'impact, a diminué.
Pour autant, bien évidemment, malheureusement, pour notamment des couples mariés depuis longtemps, on voit souvent des femmes, des hommes brisés au bout d'X années en apprenant que le conjoint a une relation extra-conjugale, et ça, l'impact psychologique, bien sûr, est toujours là. Mais au niveau des magistrats, je dois dire, cela a beaucoup changé. Et je dirais simplement au niveau des enfants, autant avant, pour donner un petit exemple, autant avant, lorsque madame ou monsieur avait rencontré quelqu'un, l'autre conjoint pouvait dire « Ah, droit de visite, je suis d'accord, mais hors la présence de cette personne qu'il vient de rencontrer. » Et les juges, oui, mettaient dans les décisions en dehors de la présence de la personne qu'il venait de rencontrer. Aujourd'hui, si on faisait cette demande, je dirais que le juge nous sourirait, peut-être gentiment, ou lèverait les épaules, ferait mine de un peu se moquer de notre demande, car effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus le demander, sauf bien sûr si ce nouveau conjoint ou nouvelle compagne a un comportement inadapté vis-à-vis des enfants. Donc, c'est dire que aujourd'hui, oui, on peut continuer à divorcer pour faute si malheureusement l'autre n'a pas voulu entendre raison, ne veut pas divorcer à main amiable, ne veut pas faire un divorce accepté, et qu'on n'a pas envie d'attendre aujourd'hui 2 ans, demain 1 an de séparation pour divorcer, mais pour cela, comme vous l'a dit Maître Arros, il faudra des preuves, rapport de détective, SMS, mail, attestation, des documents probants pour prouver cet adultère et cette infidélité. Mais il faut bien le savoir, au niveau des enfants, cela n'a malheureusement, ou ça dépend des conjoints, bien sûr, plus beaucoup d'impact. Alors, c'est très important, merci beaucoup, Maître Rubin, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans la vision du juge des affaires familiales actuellement, c'est tout à fait décorrélé les problématiques du couple, notamment celles liées à des relations extra-conjugales et l'intérêt des enfants, si j'entends bien ce que vous me dites. Excusez-moi. Oui, c'est tout à fait exact. Le juge scinde ce qu'on appelle les griefs et l'intérêt des enfants. Donc, si ce nouveau conjoint ou conjointe n'entraîne pas des répercussions psychologiques ou violentes ou peu importe sur les enfants, oui, il y a une scission entre les griefs et l'intérêt des enfants, c'est clair, et les juges le font systématiquement aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Rubin. Maître Arros, je rebondis sur la question de Waiba qui est très intéressante. Est-ce que les preuves qu'on peut amener dans le cas d'un divorce pour faute, ça peut être des preuves qu'on aurait eues en piratant un compte, un mail? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que le juge des affaires familiales le prendra en compte? Tout dépend comment on présente la chose. La boîte mail pouvait tout à fait être ouverte et par hasard, la personne est tombée sur un mail. Donc, tout dépend de la manière dont on présente la chose. Écoutez, généralement, le juge d'affaires familiales, de toute façon, regarde les pièces. Alors, effectivement, la partie adverse pourrait demander que la pièce soit retirée des débats parce qu'obtenue par fraude. Mais encore une fois, il faudrait qu'il puisse démontrer de la fraude parce que, comme je vous dis, et en plus souvent, quand les époux vivent sous le même toit, puisque quand il s'agit d'adultère, c'est qu'en général, ils vivent sous le même toit parce que s'ils sont déjà séparés, il n'y a plus tellement de questions. Quand ils sont sous le même toit, il n'est pas rare qu'un des époux ouvre le courrier de la famille et donc de l'autre, qu'un des époux ait accès à la boîte mail parce qu'il y a un ordinateur commun à la famille. Donc, de toute façon, quand les époux sont sous le même toit, très souvent, on a des pièces qui appartiennent à la partie adverse, mais que pour autant, on peut tout à fait produire parce qu'on ne les a pas obtenues en fraude, mais on les a obtenues du fait que, effectivement, le fait de vivre sous le même toit fait que la personne a accès finalement aux informations de l'autre. Voilà. Très bien. Alors, avant de passer à cette parenthèse qui me semble très importante parce que c'est vraiment un grief qui nous a amené qui nous est présenté dans un divorce contentieux sur 2, tout ce qui concerne l'infidélité, j'aimerais que Maître Rubin ou Maître Arros rebondir sur la question de Rezika qui est très intéressante, sur la séparation de corps. Est-ce que la procédure de séparation de corps
peut-être intéressante. Il me semble que non, à ce stade-là, sauf pour des motifs souvent religieux. Mais est-ce que la séparation de corps pourrait être un pis-aller d'une procédure contentieuse? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Maître Rubin. Oui, alors aujourd'hui, statistiquement, il y a peu de procédures de séparation de corps, si ce n'est, comme vous l'indiquiez, pour des raisons religieuses ou parce qu'un couple ne veut pas aller jusqu'au divorce, parce que peut-être il envisage, pourquoi pas, de se remettre ensemble. Donc ça peut aussi pour des raisons sentimentales, psychologiques. Aujourd'hui, on pourra divorcer par consentement mutuel, on pourra faire une séparation de corps par consentement mutuel, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on ne pouvait que divorcer par consentement mutuel. Maintenant, la différence, elle est simple. La seule différence, je dirais, qu'il y a entre un divorce et une séparation de corps, c'est qu'avec une séparation de corps, on ne peut pas se remarier. Donc, alors c'est sûr que parfois les époux, surtout lorsqu'ils n'ont pas déjà rencontré une autre personne ou après X années de mariage, n'envisagent pas toujours de suite après un divorce de se remarier. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait une procédure de séparation de corps, que ce soit consentement mutuel ou devant le juge, si un jour, oui, on rencontre l'âme sœur et on veut se remarier, il faudra convertir cette séparation de corps en divorce, donc faire 2 procédures au lieu d'une. Donc, comme je dis souvent, parce que souvent, cette idée de séparation de corps est dans l'air, c'est comme des idées préconçues. On pense souvent, les parties pensent qu'une séparation de corps peut aller plus vite qu'un divorce. C'est une erreur, que ce soit à l'amiable, que ce soit devant le juge, c'est la même durée, c'est le même coût. Et la seule conséquence qui diffère, c'est qu'avec une séparation de corps, on reste dans les liens du mariage, on est toujours marié. Alors, il y a un petit danger à la séparation de corps, mais je l'ai rarement vu, mais il existe. Quand on est séparé de corps, il reste le devoir de secours, puisque les ponts ne sont pas coupés, contrairement à un divorce, où tout ce qui est relationnel entre monsieur et madame sur le plan financier, telle une prestation compensatoire, c'est fini. Si madame n'en a pas obtenu, ou si madame en a obtenu une, c'est terminé avec le divorce. Par contre, avec une séparation de corps, on reste dans les liens du mariage, il y a le devoir de secours. On peut imaginer un homme, je l'ai déjà vu dans un dossier où un monsieur, il y a très longtemps, avait une bonne situation et d'un coup s'est alcoolisé, tombé dans un foyer, RSA, et il a fait toc-toc, chère épouse, dont il était uniquement séparé de corps par un jugement, je sollicite une pension au titre de devoir de secours parce qu'il se retrouvait dans une situation inextricable et que la femme, oui, avait certains revenus qui lui permettaient encore de secourir l'homme. C'est extrêmement rare sur le plan statistique, mais c'est un risque qu'on court avec une séparation de corps, et à savoir que la séparation de corps entraîne les mêmes conséquences à l'égard du domicile, des enfants, de la liquidation du patrimoine. Ce sont exactement les mêmes conséquences, sauf qu'on parlera de devoir de secours qui est maintenu et non pas de prestation compensatoire en matière de divorce, et la prestation, elle est fixée une fois pour toutes au moment du divorce, et là, on n'a plus de risque que madame, par exemple, vienne faire toc-toc au bout de 10 ans, malheureusement, j'ai pas assez, je voudrais plus, etc. Merci beaucoup, Maître Rubin. Alors, si vous voulez bien, on va terminer sur la vision du divorce contentieux aujourd'hui, qui a priori sera encore en vigueur pendant 1 mois et demi, pour passer plus en amont sur la réforme elle-même. Vous êtes là pour ça. Cependant, comme je vous l'ai dit, j'insiste parce que ce sera, je pense, toujours d'actualité dans le cadre de la réforme. Les griefs, les ressentis ne changeront pas forcément. Et comme je vous l'ai dit, la notion d'infidélité, c'est un point qui est toujours ressenti aussi douloureusement, même aujourd'hui en 2020. Je vous fais passer une petite vidéo de Serge Effès sur lesquelles on va rebondir après pour vous expliciter la procédure elle-même. Et si vous voulez, Maître Arros, vous nous redonnerez quelques petits éclairages. Si vous voulez bien toutes éteindre vos micros, et je diffuse cette petite vidéo. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Peut-être que ça pose plus de problèmes aujourd'hui que ça n'en posait autrefois. C'est-à-dire que il y avait une forme d'infidélité, enfin surtout chez les hommes, il faut bien le dire, qui était largement tolérée dans la famille bourgeoise du 19e siècle, début 20e siècle.
aujourd'hui, paradoxalement, avec quelque chose de plus égalitaire entre les sexes, de plus idéalisé sur le plan de l'amour conjugal et du partage, la fidélité, c'est un rouage important, la fidélité sexuelle est redevenue ou est devenue, je ne sais pas, un rouage très très important de la conjugalité. Et tout ce qui vient faire accro à cet idéal très fusionnel des couples d'aujourd'hui, on est tout l'un pour l'autre, le couple est plus important que tout, la famille, etc. Voilà, tout ça est très menaçant. Alors, l'infidélité, en général, elle implique une dynamique bourreau-victime. Il y en a un qui est, voilà, il y en a un qui commet une faute et l'autre qui est victime de cette faute. Bon, ce qu'on peut comprendre, évidemment, au premier plan. Mais tout de même, je pense que l'infidélité a aussi un sens par rapport au couple, par rapport à ce qui se passe dans la relation. Ça vient dire quelque chose du couple. Et c'est en ce sens que, à mon avis, c'est intéressant et que ça permet de rebondir. Une fois passée cette blessure, c'est qu'est-ce que cet événement signifie dans le cycle de vie de ce couple. Voilà. Et de quelle façon ils peuvent même l'utiliser pour réinterroger leur relation. Peut-être repartir différemment. Le grand problème de tous les couples, c'est que on dit beaucoup, l'ennui, etc. C'est pas tellement ça, c'est que chacun s'enquiste dans un rôle vis-à-vis de l'autre, voilà, qui est un rôle qui devient redondant. C'est un peu comme une pièce de théâtre où on joue toujours le même personnage, avec parfois l'idée que c'est l'autre qui vous impose ce rôle, mais c'est pas exactement ça, c'est la dynamique relationnelle elle-même qui impose ces rôles. Donc, quand on veut sortir de ces rôles, on ne sait pas très bien comment faire. Et c'est là que, parfois, l'infidélité, elle est ce pas de côté pour sortir de quelque chose d'un peu étouffant dans la relation. Donc c'est ça que ça vient interroger. Si le couple est assez intelligent et a envie de repartir, c'est sur cette dimension-là qu'il doit penser. Parlez-moi d'amour. Alors, ce que je trouvais extrêmement intéressant dans cette vidéo, c'est que le docteur Serge Effez replace l'infidélité sous l'angle bourreau-victime. Et j'aimerais rebondir là-dessus, Maître Rubin peut-être, ou Maître Arros aussi, c'est que c'est vrai que souvent, quand les gens viennent nous voir dans le cadre d'un divorce contentieux, quel que soit le grief qu'ils mettent en avant, et c'est souvent malheureusement l'infidélité, eh bien, il y a ce souci de voir un juge aux affaires familiales dire « oui, vous avez été victime d'infidélité ». Or, ce que dit le docteur Serge Effez, me semble-t-il, correspond bien au mouvement de cette déjudiciarisation, du fait qu'on souhaite enlever cette notion de grief et que le juge aux affaires familiales n'est pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points, sauf dans des cas graves, et dire à l'un, vous avez été le bourreau, et à l'autre, la victime. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Rubin ? Oui, effectivement, il ne distribue pas de bons points à ce niveau-là. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette notion d'adultère, d'infidélité, je ne dis pas est devenue une norme dans notre société, mais est devenue quelque chose de courant et même d'incitatif. Donc, effectivement, le juge, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas de lien, par exemple, puisqu'on le voit aujourd'hui, avant, une femme adultère n'avait pas droit à une prestation compensatoire si elle était condamnée au tort exclusif. Aujourd'hui, oui, elle peut bénéficier d'une prestation compensatoire, sauf effectivement si les torts ou les griefs sont gravissimes. On a un dossier en cours où la dame a été violente avec son mari, violente avec les enfants, et on espère, bien qu'elle n'ait jamais travaillé, qu'elle ne bénéficiera pas d'une prestation compensatoire parce que, effectivement, elle a été condamnée 2 fois par le tribunal correctionnel. Mais toujours est-il, la loi, comme on le voyait, les juges font une scission entre est-ce qu'elle est responsable, mais pour autant, est-ce qu'elle a droit d'être indemnisée sur le plan, par exemple, d'une prestation compensatoire. Donc, c'est dire qu'effectivement, cette notion est devenue plus fade de cette notion d'infidélité.
Maître Rubin. Alors, je vais tout de suite vous diffuser une toute courte présentation. On aura terminé avec le panorama du divorce contentieux actuellement. Je veux bien que vous rallumiez votre micro, Maître Arros, pour commenter cette présentation sur le déroulé en termes procédural d'un divorce contentieux. Là, on a pris un divorce pour faute, mais voilà. Donc, je vous invite à suivre parce que sur l'écran, à vous participants et participants. Donc, on l'a intitulé « Le divorce pour faute est-il toujours d'actualité ?» Mais on aurait pu intituler ça d'ailleurs le divorce contentieux de manière générale. Donc là, on rappelle l'article 242 du Code civil qu'un époux peut demander le divorce pour faute si son époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage. Une des obligations liées au mariage étant évidemment le secours, comme le disait Maître Rubin, Maître Arros, il faut participer aux charges de la famille, payer sa part, ne pas laisser sa famille dans une situation intolérable sur le plan financier, et aussi donc le devoir de fidélité ou de cohabitation. Donc les conditions du divorce pour faute, c'est une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage. Ça veut dire que la notion de gravité n'est pas forcément mise en compte, mais il suffit que ce soit extrêmement répétitif. Il faut surtout que ça rende intolérable le maintien de la vie commune. C'est une appréciation au cas par le juge du fond. La gravité s'apprécie en fonction des circonstances des faits. Et comme le disait très justement Maître Arros, les juges sont très exigeants quant aux preuves. Alors, demander le divorce pour faute implique de prouver la faute de son conjoint. On a dit donc un adultère, alors pas un simple adultère, je dirais. Il faut que l'adultère soit renouvelé, un abandon du domicile conjugal. Et c'est là que j'aimerais faire un petit focus. Maître Arros, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, que vous nous recommandez, je vous en remercie. À ce titre, vous pouvez d'ailleurs télécharger dans l'onglet les fichiers un bon de consultation juridique gratuite que vous pouvez transmettre aux agents et aux salariés que vous rencontrez s'ils veulent avoir des informations, notamment par rapport à un divorce contentieux où tout est toujours d'une extrême sensibilité. On a abordé la notion des violences conjugales, on a abordé la notion d'infidélité, on n'a pas abordé la notion d'abandon de domicile conjugal et c'est aussi une question qui nous est très souvent posée. Si je pars du domicile conjugal, est-ce que je commets une faute? Est-ce que mon conjoint peut introduire une requête, un divorce pour faute auprès du tribunal judiciaire? Maître Arros. Oui, alors Judith, ça c'est effectivement un grand classique. C'est dans l'esprit des gens quelque chose de très présent, l'abandon du domicile conjugal. Et c'est d'ailleurs, pour les gens qui viennent nous voir pour la première fois et qui vivent encore ensemble, la première question qu'on nous pose, est-ce que si je pars, je me rends coupable du délit, parce que l'abandon conjugal est un délit, d'abandon conjugal. Alors, c'est pas du tout ce qu'on pense. Quand des époux sont sous le même toit et veulent démarrer une procédure de divorce, de séparation, ils sont tout à fait libres de quitter le domicile conjugal sans que ce départ ne constitue un abandon du domicile conjugal. Un abandon du domicile conjugal, si je devais le définir, consisterait pour un des époux de quitter le domicile conjugal de manière soudaine, brutale, sans laisser d'adresse, en partant soit par exemple avec les enfants sous le coude et sans dire où est-ce que cette personne va s'installer, et aussi en abandonnant complètement la famille au sens financier du terme, c'est-à-dire je pars de manière précipitée sans le dire avec ou sans les enfants et je ne participe plus à rien, donc je ne verse absolument rien pour les enfants, je ne participe plus à l'emprunt immobilier alors que je sais que tu ne peux pas l'assumer seul et que moi, de l'autre côté, je ne vais pas avoir de charge parce que je vais être hébergée par un ami. Je ne participe plus à rien. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un abandon du domicile conjugal, c'est-à-dire que vraiment, on a concrètement la définition de abandonner. Voilà, j'abandonne, je ne vais plus répondre à aucune de mes obligations matrimoniales parce que les obligations du mariage, elles sont présentes jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Hein. Donc, le fait de partir, ça n'éteint absolument pas les obligations du mariage. Et donc, voilà, toutes ces circonstances vont effectivement pouvoir qualifier un abandon du domicile conjugal. Maintenant, quelqu'un qui fait les choses dans les règles de l'art comme nous, on oriente, puisqu'on donne effectivement tous les conseils au moment de ce fameux départ du domicile conjugal. Quelqu'un qui fait les choses bien, ça va être quelqu'un qui va
quitter le domicile conjugal en ayant prévenu l'autre. Voilà, je te préviens, je pars, ou je te préviens, je vais partir, et pas faire les choses comme ça de manière complètement abrupte. Quelqu'un qui va déposer une main courante au commissariat, c'est la première chose qu'on conseille pour acter un petit peu les choses. Voilà, j'ai quitté le domicile conjugal à telle date. Quelqu'un qui va dire où est-ce qu'il va partir pour pouvoir accueillir les enfants ou partir avec les enfants. Et quelqu'un qui va continuer en fonction des nouvelles charges que lui va exposer, mais à contribuer aux charges du mariage, puisque l'obligation de contribution aux charges du mariage dure jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. Donc voilà, quelqu'un qui fait les choses de manière sereine et dans les règles de l'art, il n'y a absolument pas de difficulté et le départ est tout à fait possible avant qu'il y ait un jugement, sans que ça constitue ce fameux délit dont tout le monde a un petit peu peur au moment de la séparation. Merci beaucoup, Maître Arros. Alors, l'heure tourne, il nous reste un petit quart d'heure. Juste pour terminer là-dessus sur la procédure actuelle, si vous pouvez nous commenter ces slides, Julie. Donc, alors, tout ce qui concerne l'adultère, tout ce qui concerne la gravité de la faute, et Léa Marteau, ici présente, vous a concocté des jurisprudences très pertinentes, récentes, en fait, des jurisprudences anciennes, mais qui sont toujours actualisées. Dans l'onglet Les fichiers que vous pourrez regarder, on n'aura pas le temps d'aborder. Simplement, je voulais voir au niveau de la procédure actuelle, Julie, si vous pouvez, donc, je le rappelle, donc les causes de la désunion irrémédiable, vous l'avez là, manquement au devoir de la vie commune, abandon du domicile, mais comme l'a explicité Maître Arros, violence physique, verbale, manquement au devoir d'assistance, maladie, problèmes familiaux, manquement au devoir et aux contributions du mariage. Au niveau de la procédure, est-ce que vous pouvez nous commenter en 1 minute top chrono ce slide, Maître Arros ? 1 minute top chrono. Donc, effectivement, on dépose, c'est le petit 1, on dépose ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire qu'on introduit la demande de divorce auprès du tribunal compétent. Sur la compétence, c'est l'article 1070 du Code de procédure civile, je ne vais pas y revenir dessus, mais en tout cas, le tribunal compétent, on dépose une requête. Ensuite, alors, là, c'est pas très actuel, 8 à 10 semaines, parce qu'avec le Covid, il y a pas mal de retard. Mais en fonction des tribunaux, on était convoqués, ça pouvait aller de 4, 5 mois à parfois 8, 10 mois. On est convoqué à une audience qui s'appelle une audience de conciliation. Alors, elle s'appelle audience de conciliation, mais l'objectif, c'est pas de faire une médiation et de réconcilier les gens. L'objectif, c'était de rendre justement ce qu'on appelle une ordonnance de non-conciliation, qui rendait des mesures provisoires, c'est-à-dire qu'elle ne divorçait pas les gens, cette ordonnance, mais elle disait, voilà, provisoirement, en attendant, on va fixer les choses pour que vous puissiez vous séparer avec un cadre juridique et judiciaire, et donc elle fixait les mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal, la résidence des enfants, les pensions alimentaires, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on avait cette ordonnance de non-conciliation, on entamait la deuxième étape de la procédure de divorce, c'est-à-dire qu'on délivrait une assignation en divorce. On avait 30 mois pour le faire à l'issue de cette ordonnance de non-conciliation. L'assignation en divorce était délivrée sur un des 3 fondements que je vous ai détaillés en début de webinaire, faute, accepter, altération. Et ensuite, effectivement, on avait une succession de petites audiences intermédiaires où on s'échangeait avec la partie adverse nos demandes et nos pièces. Et tout cela conduisait à une audience définitive à l'issue de laquelle le juge prononçait le divorce entre les parties. Donc, pour faire de manière très, très schématique, le divorce contentieux se déroulait en 2 étapes. Comme ça permettra de faire la transition avec la réforme que va vous exposer Maître Rubin. Le divorce contentieux se déroulait en 2 étapes. Première étape, l'ordonnance de non-conciliation qui fixait les mesures provisoires. Et deuxième étape, le jugement de divorce qui fixait les mesures définitive. Permet de rajouter que les conséquences donc, de cette procédure, il y avait trois options. Soit le divorce était prononcé au tort exclusif du défendeur, c'est-à-dire la personne qui n'a pas introduit, vous avez le demandeur et le défendeur. Le demandeur, c'est celui qui est le premier à introduire la requête en divorce. Donc, le défendeur, entre guillemets, comme pourrait le qualifier Serge Effez, le bourreau, l'auteur des violences ou des griefs ou de l'infidélité, que sais-je, ou de tout type de manquement. Et là, effectivement, il y avait
le versement de dommages et intérêts à l'époux victime, et je rappelle, qui représente une somme en capital versée en une fois qui n'est pas une pension, soit un tort partagé entre les époux, soit au tort exclusif de l'époux qui est demandeur du divorce. Donc, vous voyez donc la complexité actuelle du divorce pour faute qui ne représente que 10% du contentieux. Maintenant, on va passer tout de suite à la réforme. Et là, je vais demander à Léa de nous expliquer un petit peu les 6 aspects de la réforme, où on va démarrer d'abord sur les 3 premiers. On vous donnera la parole et après, Léa, vous reprendrez la parole pour les 3 derniers. Voilà, donc vous avez donc cette réforme issue de la loi du 23 mars 2019, dont l'objectif annoncé est de simplifier pour mieux juger, qui devait rentrer en vigueur le 1er septembre 2020 et qui a été décalé en raison de la crise sanitaire. Alors, Léa, on vous écoute. Si vous pouvez nous poser les 3 premiers principaux changements et on vous donnera tout de suite la parole après, Maître Rubin. Oui, bonjour à tous et à tous. Alors, les 3 principaux changements que va apporter cette réforme et donc qui entrera en vigueur totalement le 1er janvier 2021, c'est tout d'abord la suppression de la requête unilatérale de divorce et également désormais la demande de divorce ne nécessite plus d'évoquer les motifs, comme Maître Arros aurait pu vous dire, du pourquoi on demande le divorce. Ensuite, et je pense que c'est là le point quand même le plus important pour la simplification et accélérer la procédure de divorce, c'est la suppression de la phase de conciliation. Elle n'existera plus, mais elle sera remplacée par une audience d'orientation. Et enfin, puisque donc c'était dans cette phase de conciliation-là que le juge pouvait fixer des mesures provisoires, il faut bien souligner que ces mesures provisoires pourront toujours être prononcées par le juge, et ce, dès le début de la procédure. Donc voilà dans les grandes lignes les 3 principaux changements. Merci beaucoup, Léa. Alors, Maître Rubin, est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur ce que va être, a priori, ce changement majeur où on va passer à une audience unique et insister notamment sur le fait que la loi, et si vous pouvez la lire, s'il vous plaît, c'est l'élément majeur, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais de manière moins proéminente, en tout cas, qui n'a pas été posé par la loi de cette manière-là actuellement et qui l'est dans cette réforme, à savoir que non seulement il n'y aura qu'une seule audience, mais que vraisemblablement, cette audience, elle sera seul le juge avec le dossier papier à l'écrit et que les époux n'auront pas à passer par la case on va voir le juge dans son bureau. Tout ne sera qu'écrit, a priori. Bien, donc je vais vous reprendre les grandes mesures, grandes innovations de cette loi. Je vais peut-être, si ça ne vous dérange pas, parler un peu je crois que c'est la 4e ou 5e mesure d'ores et déjà qui figure sur le tableau, notamment l'acceptation du principe du divorce. Mais avant tout, ce qu'il faut bien, qui est en 6, je vois. Tout ça pour un principe de clarté de l'exposé. Alors, très rapidement, parce que cette loi, oui, il y a une certaine technicité que devront adopter les avocats et les juges. Pourquoi aussi le délai, ça devait être septembre 2020, c'est maintenant janvier 2021. Oui, il faut que les ordinateurs soient mis à jour puisqu'on ne passe plus, comme vous avez dit, Maître Arros, par la voie de la requête, puis par la voie de l'assignation. Donc, il faut que les ordinateurs de la justice se mettent au goût de cette nouvelle loi. Alors, juste rapidement, oui, cette nouvelle loi a pour but de simplifier, de réduire les délais et surtout, je dirais, de renforcer, je ne le dis pas parce qu'on est avocat, il y en a 2 avocats en face de vous, c'est renforcer le rôle de l'avocat, mais surtout renforcer l'aspect accord, l'aspect conventionnel de cette procédure. Et donc, on va voir les différents points. D'une part, des premiers points innovation, c'est que l'avocat est obligatoire. Ensuite, il y a cette fameuse acceptation qui peut se faire par avocat et non plus seulement devant le juge. Ensuite, il y a la suppression qu'on a déjà un petit peu évoquée, cette tentative de conciliation et qui peut être bien sûr
évoqué lors d'une audience qui ne s'appellera plus audience de tentative de conciliation. D'ailleurs, souvent, les gens ne comprenaient pas, mais moi, je ne veux pas me réconcilier avec mon mari, alors pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc, effectivement, on enlève cette formule tentative de conciliation, on va l'appeler audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Ensuite, le quatrième point essentiel, c'est effectivement d'avoir réduit le délai en matière de divorce pour altération du lien conjugal, qui est passé de 2 ans à 1 an. Alors, déjà sur le rôle de l'avocat, effectivement, l'avocat est obligatoire. Alors, en quoi n'était-il pas obligatoire précédemment? Effectivement, précédemment, on déposait une requête. Là, quand on dépose une requête, il fallait que madame ou monsieur ait un avocat. Par contre, lorsqu'imaginons c'est madame qui demande le divorce, comme statistiquement, souvent ce sont les femmes qui sont plus en demande, elle dépose sa requête, monsieur est convoqué. Monsieur avait le choix, lors de la précédente loi, de venir seul, non assisté par un avocat. Et cela posait, je dirais, souvent, on l'a vu, une problématique, parce que souvent, peut-être, le monsieur ne venait pas, ou le monsieur venait, et puis il n'avait pas trop envie de divorcer, c'est pas, peut-être ils étaient déjà séparés, mais il voulait peut-être un peu ennuyer madame, pas lui faciliter les choses. Alors, qu'est-ce que je faisais? Oui, j'allais lui parler en lui expliquant, vous n'avez pas d'avocat, pourquoi vous ne divorcez pas à l'amiable, etc. Mais entre cette audience de conciliation où monsieur venait seul, n'avait pas d'avocat, pouvait après, pour le prononcer du divorce, se dérouler un certain temps tant qu'il ne prenait pas d'avocat. Donc le fait que l'avocat soit obligatoire de suite pour les deux parties va permettre aussi de pouvoir discuter avec quelqu'un, parce que souvent lorsqu'on est en demande, et si monsieur, comme dans le cas dont je vous parlais, vient seul ou ne prend jamais d'avocat ou ne prend un avocat que dans les 6 mois, dans les 1 an où madame a fait sa première demande, oui, ça rallonge ce divorce. Donc, d'où l'importance de ce rôle de l'avocat qui va avoir un rôle pour établir un accord et pour faciliter ce divorce. Donc, obligatoirement, il y aura 2 avocats. L'autre point est aussi dans ce sens, au niveau du rôle des avocats, la loi a prévu que l'acceptation du principe du divorce, c'est-à-dire on accepte le principe du divorce, ça veut dire qu'on va renoncer à invoquer tout grief. Donc il n'y aura plus adultère, infidélité, abandon de famille, etc., violence. Non, quand on accepte le principe du divorce, qui est déjà le cas aujourd'hui, eh bien, on renonce à tout grief et le divorce, on peut considérer à partir du moment où il est signé, accepté, il est irrévocable, et c'est le cas, c'est-à-dire plus personne ne peut revenir et dire après, au bout de 6 mois, ah non, je voulais lui faire un divorce pour faute, dans le fond, c'est trop grave ce qu'il m'a fait, etc. Alors, avant cette acceptation, il fallait déposer cette requête, passer devant le juge en conciliation, et on ne pouvait signer dans un premier temps cette acceptation que devant le juge. Et pour cela, pour signer cette acceptation, il fallait aussi que monsieur, si c'est madame qui en demande, monsieur vienne avec un avocat à l'audience. Donc même si monsieur venait seul à l'audience de conciliation, on ne pouvait pas signer cette acceptation. Bien sûr, on peut toujours le faire en cours de procédure, mais on ne pouvait pas le faire si, à partir du moment où il avait la possibilité de venir seul. Aujourd'hui, il va avoir un avocat. Et le rôle, je dirais, je pense que c'est un point le plus important de cette procédure, la possibilité aujourd'hui, c'est l'objet de la réforme, de faire signer aux parties avant toute demande en divorce, ça veut dire avant toute saisine du juge, de faire signer ce procès-verbal d'acceptation, donc il y aura 2 avocats, il y a les 2 parties, et de les faire signer dans leur cabinet, tout comme aujourd'hui, un divorce à l'amiable se signe en cabinet d'avocat ou parfois chez le notaire. Donc, je dis que c'est un élément très important. Il pourra être fait dans les 6 mois de la demande du divorce de la loi. C'est l'article 233 qui parle du divorce accepté. Et c'est d'autant plus important et intéressant parce qu'à partir du moment où les avocats, il y aura 2 avocats et les 2 parties, ils vont se réunir pour signer ce PV d'acceptation. Il est évident que lors de cette rencontre, ils vont discuter des mesures provisoires. Est-ce que madame, sur les enfants, sur le domicile, est-ce qu'il y a lieu à une demande de prestation? Donc, ça va être l'occasion non pas seulement de signer ce PV d'acceptation du principe du divorce pour renoncer à tout grief, mais aussi de discuter à 4, et ce qui est souvent difficile,
parce que lorsqu'on lance aujourd'hui une demande en divorce, souvent, le monsieur est averti 15 jours, un mois à l'avance, on n'a pas le temps toujours de négocier avec l'avocat, ou l'autre avocat ne veut pas négocier. Donc là, à l'occasion de la signature de ce PV d'acceptation en cabinet d'avocat, je trouve que c'est très intéressant parce que soit sûrement on s'orientera vers un consentement mutuel, soit vers un divorce accepté, même s'il y a encore des mesures sur lesquelles on n'est pas véritablement d'accord, et ça va raccourcir aussi cette nouvelle procédure, parce qu'à partir du moment où on aura discuté lors de ce rendez-vous à 4 pour signer ce PV des mesures provisoires, eh bien oui, on pourra renoncer à demander au juge de statuer sur les mesures provisoires, puisque les parties seront mis d'accord, et ça va raccourcir encore l'objet de cette nouvelle procédure. Il faut savoir que même… de vous couper, Maître Rubin, parce qu'il est déjà 15 heures, mais ce point que vous soulevez est extrêmement important. Non, mais vous pouvez, voilà, je pense que 75 personnes nous écoutent, donc le sujet est éminemment important. Je pense que voilà, vous accordez-nous encore 2-3 minutes et on aura terminé. Mais j'aimerais m'arrêter sur ce que vous dites. J'ai l'impression à vous écouter qu'en réalité, l'intention du législateur, bien évidemment, bon, c'est d'accélérer, de pacifier la procédure contentieuse. Mais avec ce que vous décrivez, que ce fameux, ce qui était le procès-verbal d'acceptation, qui maintenant pourra être signé entre avocats ou chacun chez son avocat, en réalité, l'intention du législateur, c'est que tout le monde divorce à l'amiable. C'est qu'il n'y ait plus du tout de divorce contentieux. Oui, je pense que c'est le fait d'autoriser les avocats à faire signer ce PV d'acceptation, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, puisqu'il fallait que ce soit devant le juge ou dans le cadre de la procédure. Oui, c'est évident, c'est une façon un peu d'inciter les parties. Si déjà vous acceptez le principe du divorce, pourquoi vous orientez pas vers un consentement mutuel? Et là, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de procédure, et donc on simplifie cette procédure. Alors, le dernier point, excusez-moi, parce que ça me semble très important pour les assistants sociaux qui nous suivent, puisque souvent, qui dit divorce contentieux dit on va régler ses comptes devant un juge des affaires familiales, on va monter un peu en quelque sorte sur le ring de boxe pour voir qui va gagner, à qui le juge des affaires familiales fera droit aux demandes de qui. Et maintenant, il semblerait bien que la loi dise que le principe, c'est que la procédure sera écrite et que l'exception, ce sera l'audience. Et ça me semble extrêmement important de transmettre cette information aux assistants sociaux ici présents, parce que ça veut dire que l'enjeu, je dirais, le décor du divorce contentieux va être vidé en quelque sorte de sa substance, puisque ce côté un petit peu, je dirais, quasi théâtral qui se joue dans le bureau du juge des affaires familiales, même si le temps imparti est assez court. Vous le savez, vous, assistants sociaux, même dans le cas d'un divorce contentieux, c'est un quart d'heure, 20 minutes qui est consacré au dossier. Hein. Je pense que vous ne me contredirez pas, Maître Rubin. Eh bien, même ça est vidé de sa substance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vais finir pour rapidement fixer le déroulé de cette nouvelle procédure. Alors, il faut savoir ce PV d'acceptation et cette acceptation qui pourra se faire soit en cabinet d'avocat 6 mois avant la demande en divorce, soit elle pourra se faire aussi à tout moment de la procédure comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire par biais de conclusion en cours de procédure. Si on ne l'a pas fait en cabinet d'avocat, on pourra le faire dans le cadre de ce qu'on appelle la mise en état, la procédure, les conclusions. Il faut savoir aussi que les majeurs protégés pourront accepter le principe du divorce même sans l'autorisation du juge des tutelles. Donc, il n'y aura plus besoin de saisir le juge des tutelles, d'avoir un administrateur ad hoc pour représenter, qui vienne le jour de la conciliation, par exemple, comme ça se faisait avant. Il pourra signer ce PV d'acceptation sans l'accord ou du conseil de famille ou du juge des tutelles. Alors, juste rapidement, et donc je vais y venir et je vais répondre à votre question, comment va se dérouler la procédure ensuite? Donc, soit il y aura une requête conjointe, c'est-à-dire les parties vont signer une requête conjointe, un peu, on va dire, un peu comme une forme de consentement mutuel. Ils adopteront sûrement la requête conjointe parce que peut-être ils auraient bien liquidé, qu'ils n'ont pas liquidé, qu'ils laissent en suspens parce qu'ils veulent le vendre, ils veulent le garder, ils ne savent pas. Donc, ils feront une requête conjointe dans laquelle ils mettront tous les termes de leur accord, ce fameux PV d'acceptation, et ils feront un divorce accepté. Et là, à ce moment-là, il n'y aura pas d'audience pour les parties, leur accord sera homologué. L'autre solution, c'est au lieu de la requête conjointe, c'est d'assigner. Et là, cette assignation devra avoir certaines formes, elle devra être encadrée. Cette assignation, soit on assignera pour un divorce accepté,
parce qu'on aura signé déjà le PV d'acceptation chez les avocats, soit on pourra assigner pour altération du lien conjugal. Donc, lorsqu'on assignera de suite, c'est-à-dire donc qu'il n'y aura plus cette phase requête tentative de conciliation, on assigne de suite, on pourra ne pas mettre de fondement, en tout état de cause, puisqu'on a beaucoup parlé de la faute, lorsque, imaginons, monsieur, madame n'ont pas voulu signer PV d'acceptation, on n'a pas encore, puisque la nouvelle loi parle d'altération du lien conjugal, 1 an. Lorsqu'on n'aura pas encore ces 1 an, et lorsque notre seul fondement de divorce serait de l'adultère, l'infidélité, des violences, eh bien, lorsqu'on assignera en divorce, selon cette nouvelle loi, on n'indiquera pas le fondement. C'est-à-dire, on ne dira pas « j'assigne parce qu'il m'a trompé, parce que ceci, parce que cela ». C'est aussi, toujours, aujourd'hui, c'est le cas lorsqu'on dépose une requête. La loi avait prévu qu'on n'indique pas les griefs, mais on voit encore certains confrères qui trouvent judicieux de dire il a été violent, ceci, cela. En principe, on n'a pas à le faire, mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, ce sera un cas de nullité. Si on assigne pour faute, on n'indique pas qu'on assigne pour faute, on assigne en divorce. Alors, pourquoi le but? C'est justement d'inciter toujours la même chose, les parties à trouver un accord, parce que c'est sûr, c'est pas agréable de recevoir d'un huissier une assignation avec 2-3 pages de griefs. Ça n'incitera pas monsieur ou madame à trouver un accord. Donc, on assigne soit sur un fondement, mais en tout cas pas sur la faute, et les fondements, ce serait l'acceptation de l'altération du lien conjugal. Alors, de suite, dès qu'on déposera la demande, si on veut demander des mesures provisoires, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, qui va rester dans le domicile, les enfants, la résidence, alternée, chez toi, chez moi, droit élargi, la pension, tu veux 50 €, j'en veux 300 €. Si on veut demander des mesures provisoires, il faudra demander à part, faire son assignation de divorce et demander, faire un document à part dans lequel on dira on demande d'ores et déjà des mesures provisoires. Ou bien, tout va bien, on s'entend bien, on se sépare, mais on fait un divorce devant le juge, on s'entend, eh bien, il faudra que l'avocat indique qu'il renonce à cette demande de mesures provisoires. Et à partir du moment où il renoncera à cette demande de mesures provisoires, eh bien, c'est évident que la procédure ira encore plus vite. Il n'y aura pas cette audience dont je vais vous parler, qui est une audience d'orientation sur les mesures provisoires. Alors, il faut savoir que concernant ces demandes de mesures provisoires, même si on ne l'a pas fait au début de la procédure, à tout moment, on pourra demander. Imaginons, on s'entendait bien au début et puis, arrive un événement, monsieur s'en va loin ou madame déménage, monsieur n'est pas d'accord, il faisait l'alterner, il veut que les enfants restent ici. Eh bien, à tout moment, comme avant, on pourra saisir le juge pour demander des mesures provisoires par voie de conclusion si on ne l'a pas fait dès le départ. Alors, le déroulement de la procédure, lorsqu'on dépose cette assignation, il faudra demander un jour, 1 heure. Donc là aussi, il y aura peut-être des petits problèmes pratiques et un petit flottement, parce qu'aujourd'hui, comme disait Maître Arros, quand on dépose une requête, eh bien, on attend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, une date, on n'a pas la date. Là, il faudra de suite avoir la date qui nous sera donnée, j'imagine, par Internet, par fax ou en y allant. Donc, on assignera en prenant une date et si on demande des mesures provisoires, le juge fixera cette date d'audience qui ne s'appelle plus conciliation, mais qui s'appelle audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Alors, l'innovation de cette audience qui ne s'appelle plus conciliation, c'est qu'on peut imaginer, et c'est les textes qui le prévoient, que les parties ne soient pas présentes. Mais comme on l'a dit depuis le début, les avocats sont obligatoires. Donc, imaginons, madame a un avocat, monsieur ne veut pas prendre d'avocat. Ben, ce monsieur ne pourra pas venir à l'audience, il ne sera pas entendu s'il n'est pas représenté par un avocat. Donc, soit les parties ne viennent pas, sont représentées par les avocats, mais si une personne vient seule, elle ne sera pas entendue par les avocats. D'où la nécessité, comme on l'a dit, d'avoir 2 avocats. Donc, soit le juge, autre innovation, il ne va pas aujourd'hui les recevoir séparément. Il recevait d'abord madame qui vidait un peu son sac. Mais comme on l'a dit, les audiences de conciliation aujourd'hui, c'est rare que les juges écoutent les personnes durant un quart d'heure. Donc, elle recevait madame, ensuite elle recevait monsieur, et ensuite elle recevait les 2 avocats, les 2 parties. Aujourd'hui, non. L'audience se passera sur ces mesures provisoires si elles sont demandées par l'une des parties ou par les 2 parties. Elle recevra tout le monde ensemble, mais comme je l'ai dit,
effectivement, si monsieur, imaginons qu'il est en défense et le défendeur n'est pas assisté d'un avocat, il ne pourra pas participer à cette audience. Donc, ils pourront être représentés et il faut savoir si les parties ne veulent pas venir et que pour X raison le juge estime que la présence des parties est souhaitable, bien sûr, le juge pourra l'exiger, mais il est évident que si on demande des mesures provisoires, c'est qu'il y a un problème de domicile, d'enfant, et donc la présence des parties sera conseillée. Une fois ces mesures provisoires, il faut savoir au niveau aussi, il y a une innovation de la loi, le juge pourra fixer la jouissance gratuite du domicile dès la demande et pourra fixer aussi les effets du divorce dès la demande. Cela signifie quoi? Parce que très souvent aujourd'hui, on déposait une requête et on passait en conciliation au bout de 6 mois, 8 mois. Monsieur avisé par une lettre d'avocat ou pas ayant pris conseil, sachant que sa femme avait demandé le divorce, monsieur ou madame, qu'est-ce qu'il faisait souvent sur les comptes? Il vidait un peu les comptes, il débloquait son PEL, de telle sorte qu'aujourd'hui, où les effets du divorce, c'est en principe à la date de la conciliation, notamment lorsque les époux vivent ensemble, il pouvait arriver que lorsqu'on allait chez le notaire, ah tiens, il y avait plus 100 000, il y a plus que 20 000, etc. Là, aujourd'hui, les effets du divorce, c'est au jour où on assigne, on demande le divorce. Donc, peu importe si cette audience d'orientation intervient 1 mois ou 2 mois après, c'est au moment où on demande qu'il faudra faire attention à ce qu'on avait sur les comptes. Ce qui, vous me direz, n'empêchera pas une personne qui veut divorcer de vider ses comptes avant de déposer sa demande. Mais ça raccourcit un peu le délai de ce genre de fraude. Alors, si les parties ne veulent pas de cette audience où seront statuées sur les mesures provisoires, domicile, enfant, pension alimentaire pour l'épouse ou pour les enfants, elles peuvent, comme on l'a dit, y renoncer dès leur demande et elles pourront aussi faire ces demandes de mesures provisoires en cours d'instance si jamais il y a nécessité d'en demander. Il faut savoir qu'existera toujours aussi les procédures d'urgence. Aujourd'hui, lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a des problèmes avec les enfants, qu'on veut statuer rapidement sur les droits de visite, sur l'attribution d'un domicile, on fait ce qu'on appelle une assignation à jour fixe. On va voir un juge de permanence et on lui demande une date pour passer en conciliation rapidement. Aujourd'hui, ça existera toujours, ça ne s'appellera plus assignation à jour fixe pour la conciliation, ça s'appellera une procédure à bref délai ou pour statuer sur des mesures urgentes, sur ces mesures provisoires. Donc, cela existera toujours et bien sûr, il y a toujours l'ordonnance de protection qui existe lorsque vraiment il y a harcèlement, violence, qu'on veut expulser un conjoint, il y aura toujours la possibilité de faire une ordonnance de protection comme par le passé. Alors, en ce qui concerne donc l'autre élément, et pour finir, l'autre élément innovateur de la loi, c'est sur le délai de l'altération du lien conjugal. Aujourd'hui, on peut faire un divorce pour altération du lien conjugal, on n'est pas obligé d'attendre 2 ans. Alors aujourd'hui, comment ça se passait? Parfois, souvent, les gens vivent encore ensemble ou sont séparés que depuis quelques mois. On déposait une requête, mais avant d'assigner en divorce, il fallait qu'il y ait 2 ans de séparation. C'est pourquoi, aujourd'hui, on dit que les ordonnances sont valables 30 mois pour permettre aux gens d'attendre ce délai de 2 ans. Aujourd'hui, ce délai de 2 ans a été réduit à 1 an. Donc, on peut divorcer soit quand je dépose ma demande en divorce, j'ai 1 an déjà de séparation. Donc, à ce moment-là, quand je fais mon assignation en divorce, puisqu'on passe de suite à la phase d'assignation, je dis, je demande le divorce pour altération du lien conjugal parce que ça fait 1 an, je suis séparée. Si j'ai passé 1 an, parce que je suis encore avec mon conjoint, eh bien, là aussi, je peux assigner, je ne suis pas obligée d'attendre la fin de ces 1 an, j'assigne en divorce, je demande ou non des mesures provisoires et en cours de route, je pourrais conclure en disant, ben voilà, maintenant, il y a 1 an qui s'est écoulé ou il y aura 1 an à la date du jugement. L'important, c'est que les 1 an de séparation soient là au moment où le juge prononcera son divorce, donc en cours de procédure de divorce. Donc, on n'est pas obligé d'attendre 1 année de séparation, mais si on assigne qu'on a déjà notre année, c'est sûr, ça va raccourcir encore le délai. Sinon, j'assigne en divorce, je demande ou non mes mesures provisoires et l'année va s'écouler durant cette procédure de divorce. De telle sorte qu'avant, les divorces
Quand quelqu'un ne voulait pas divorcer, madame veut divorcer, monsieur ne veut pas. Elle n'a pas de faute, elle n'a pas de grief, il ne veut pas accepter le principe du divorce. Elle était obligée d'attendre 2 ans de séparation et avec les délais des tribunaux convocation, cette femme n'était divorcée qu'au bout, au mieux, au bout de 3 ans, voire parfois 3 ans et demi avec les délais. Aujourd'hui, du fait que l'altération n'est que sur 1 an de séparation et qu'elle peut intervenir, donc il suffit qu'au moment du jugement on ait ces 1 an, oui, en principe, ces procédures ne devraient pas durer plus d'1 an, 1 an et demi, lorsque on assigne sur ce fondement. Alors, vous me direz juste, et pour en terminer, est-ce que j'ai intérêt? Aujourd'hui, on est encore en 2020. Je peux déposer ma requête en divorce, qui n'a aucun fondement aujourd'hui. Est-ce que j'ai intérêt de le faire maintenant ou est-ce que j'ai intérêt de le faire en 2021? Alors, il y a 2 solutions. Soit je suis madame, on est propriétaire d'une maison, je gagne 1 500 €, mon mari en gagne 4 000. Donc, j'ai 2 enfants, c'est moi qui m'en suis occupée, les enfants veulent rester avec moi. Eh bien, j'ai intérêt à déposer ma requête aujourd'hui. J'aurai la jouissance gratuite parce que je gagne beaucoup moins que mon mari. Les enfants veulent rester avec moi et le juge va m'attribuer le domicile parce que les enfants veulent rester avec moi et parce que moi, avec 1 500 €, j'aurai plus de mal à me reloger. Donc, j'aurai la jouissance gratuite du logement, j'aurai peut-être une pension de secours, peut-être il va devoir payer le crédit, de telle sorte qu'in fine, si je dépose ma requête maintenant, vu qu'on n'est pas encore séparés, j'aurai cette jouissance gratuite durant au moins 3 ans, puisque ce divorce, si je le fais traîner, parce que j'ai un devoir de secours, parce que j'ai la jouissance du logement, j'ai intérêt à faire traîner, monsieur attendra son divorce durant 3 ans. Donc, lorsqu'on est créancier de quelque chose, que ce soit d'une jouissance gratuite ou d'une pension, effectivement, il y a encore intérêt à se précipiter pour déposer en novembre ou avant la fin de l'année une requête en divorce normal pour avoir cette tentative de conciliation et ces mesures provisoires. Par contre, si je suis dans le sens inverse, je suis monsieur, je voudrais accélérer le mouvement, je voudrais me séparer et je voudrais profiter que c'est maintenant 1 an de séparation et pas 2 ans, même si je sais que je devrais une pension à madame, même peut-être qu'elle va demander cette jouissance gratuite, au moins je sais que mon divorce va durer 1 an, 1 an et demi, mais il durera jamais 3 ans. Donc, suivant de quel côté on est, si on attend des avantages, oui, il vaut mieux déposer encore maintenant. Si on veut raccourcir cette procédure, il vaut mieux attendre janvier 2021. Merci infiniment, Maître Rubin. C'était extrêmement clair, dense, exhaustif. Léa, est-ce que vous pouvez simplement nous refaire un petit récap des 6 mesures pour les 63 participants restants, très rapidement, parce que c'est vraiment le cœur du webinaire. Je vous remets la présentation pour que vous ayez bien en tête les principaux changements. Alors, tout d'abord, c'est la suppression de la requête unilatérale de divorce. On n'aura plus besoin d'indiquer le motif pour lequel la personne, le demandeur, demande le divorce. Ensuite, la phase de conciliation est remplacée par l'audience d'orientation. Et donc, les mesures provisoires ne seront plus prononcées pendant la phase de conciliation comme ça l'était auparavant, mais elles devront être demandées et elles pourront être demandées à tout moment de la procédure par ailleurs. Ensuite, le délai pour divorcer pour altération du lien conjugal, actuellement, il faut attendre 2 ans. À partir de la réforme, il faudra attendre seulement 1 an. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que par exemple, les majeurs protégés peuvent aussi maintenant divorcer, peuvent demander l'accord sur le divorce sur l'accord du principe. Et enfin, maintenant, donc l'acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé chez un avocat est possible, chose qui n'était pas possible avant puisqu'il fallait absolument passer devant le juge. Merci beaucoup Léa. Alors, pour terminer, après cet exposé, moi j'ai la sensation, Maître Arros, Maître Rubin, peut-être Maître Arros pour commencer ce mot de conclusion, c'est que réellement la volonté du législateur, c'est de renvoyer toute la problématique tournant autour du contentieux du grief chez les avocats, de renforcer le devoir de conseil des avocats, puisqu'il y a un raccourcissement des délais, la procédure est principalement écrite, l'acceptation, comme l'a explicité très pertinemment Maître Rubin, eh bien ça se passe
entre avocats, chacun avec son avocat, moi, ça me donne à penser que tout de même, cette réforme du divorce contentieux se rapproche sacrément de la réforme du divorce par consentement mutuel. Maître Arros, peut-être. Ah bah, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de désengorger les tribunaux. Ça, c'est évident. C'est pour ça que le divorce par consentement mutuel n'est plus judiciaire maintenant. Donc, effectivement, ça participe à cette même logique. Maintenant, il est vrai que très souvent, quand il y a des désaccords entre époux et que ces désaccords ne permettent pas un consentement mutuel et donc sont soumis au juge aux affaires familiales pour trancher, c'est très souvent des désaccords qui finalement, par des bons conseils d'avocats, auraient pu être réglés. Moi, j'ai déjà vu des audiences où, je ne sais pas, notre client a des revenus de l'ordre de 3 000 euros, madame 2 000, 2 500, et elle va demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours très importante, une pension alimentaire pour les enfants très importante, de sorte que ces demandes, elles ne sont pas du tout compatibles avec la réalité. Et finalement, le juge des affaires familiales va trancher et va faire droit, par exemple, aux demandes de monsieur. Et effectivement, ça, c'est par exemple des points qui peuvent largement être réglés entre avocats, puisque les avocats, certes, ne sont pas magistrats, mais la pratique des tribunaux et la pratique de la jurisprudence fait que les avocats arrivent tout de même à savoir ce qui pourrait ou pas être obtenu devant un tribunal. Donc, il est vrai qu'il y a certaines choses qui, avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, pourraient largement être solutionnées de manière amiable. Je pense que les juges d'affaires familiales sont au courant de ça et qu'effectivement, il y a quand même une volonté d'essayer de ne pas, en tout cas, engorger les tribunaux de conflits qui finalement n'ont pas lieu d'être et qui pourraient largement être résolus amiablement. Alors, il y a toutefois évidemment des conflits sur lesquels on n'a pas la main et que, voilà, malheureusement, il n'y a qu'un juge d'affaires familiales qui peut trancher parce que les désaccords sont trop abondants. Mais il y a quand même une grosse partie des litiges qui sont portés devant les tribunaux qui pourraient vraiment ne pas l'être. Donc, je pense qu'il doit probablement y avoir effectivement une volonté en ce sens dans l'esprit du législateur. Maître Rubin, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez donc aussi, je vous repose cette même question parce qu'elle me semble centrale, est-ce que cette réforme du divorce contentieux qui vide, et c'est tout à fait notable, explicite par le législateur, toute cette notion de grief, de contentieux, de faute, sauf encore une fois dans des cas spécifiques de violence conjugale, avérée, avec un caractère de gravité ou de renouvellement certain. Est-ce que vous avez l'impression que, de fait, les gens qui viennent pour un divorce contentieux, il faut les orienter quasiment systématiquement vers un divorce amiable? Ah oui, il est sûr que plutôt que de faire ces divorces, ces nouveaux divorces, assignations, acceptés ou altération du lien conjugal, si déjà on est d'accord sur le principe du divorce, je dirais la porte est un peu ouverte pour la discussion pour les autres mesures, enfants, domicile, liquide, toujours de rendre plus rapide, mais comment elle va se mettre en œuvre, quels vont être les délais pour ces audiences, si vous voulez, avec mesure provisoire ou quand il n'y aura pas de mesure provisoire, est-ce que vraiment, lorsque les gens ne demanderont pas de mesure provisoire, est-ce que ce divorce pourrait être fini en 6 mois, ce qui devrait être le cas s'il n'y a pas cette procédure de conciliation? C'est ça la question. Est-ce que vraiment ça va être aussi rapide qu'on le dit avec les délais qu'on connaît aujourd'hui? Donc, c'est vrai que je pense que c'est une façon, notamment déjà avec cette acceptation qui peut se signer dans les cabinets d'avocats, d'orienter aussi les parties vers ce consentement mutuel. Alors, il faut savoir d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est vrai dans la pratique, et je le vois tous les jours, et je pense Maître Arros aussi, lorsque souvent on allait à des conciliations, on voyait des confrères qui n'avaient pas expliqué à leurs clients ce qu'était un divorce accepté, ce qu'entraînait l'acceptation, parce que très souvent, c'est comme l'abandon du domicile, les gens se disent « j'accepte le divorce et j'accepte tout ». Non, pas du tout. C'est accepter simplement le principe, ne pas faire un divorce contentieux avec des griefs, adultère, infidélité, violence. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais souvent, les confrères ne l'expliquaient pas. Et là, en permettant aux avocats, presque je ne dis pas les obliger, mais en leur permettant de signer ce PV d'acceptation en dehors du juge et en cabinet, je pense que ça va obliger, excusez-moi, certains confrères vraiment à expliquer ce qu'est ce divorce accepté,
qui permet de raccourcir un divorce, d'éviter des divorces où on attend 1 an, aujourd'hui 2 ans de séparation ou d'invoquer des griefs, etc. Infiniment, Maître Rubin, pour ce mot de conclusion. Je terminerai peut-être en disant que c'est vrai, nous qui travaillons très régulièrement avec Marie-Noëlle Marville, médiatrice familiale, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que le mouvement de la justice, c'est la déjudiciarisation, c'est le raccourcissement des délais, la pacification, il faut quand même que reste un lieu où les gens puissent déposer leurs griefs, leurs contentieux, leurs émotions, leurs sensibilités, leurs ressentis, leurs vécus. Et très souvent, eh bien, c'est le cabinet d'un médiateur familial ou d'un thérapeute ou d'un psy qui sera le lieu plus adapté que celui d'un avocat ou d'avocats dont on attend qu'ils montent un peu sur le ring pour défendre chacun leur client, et encore moins celui d'un juge des affaires familiales qui d'ores et déjà, avant la réforme, n'a souvent que faire, j'exagère, je grossis le trait, mais on va dire que les griefs, souvent, on n'a pas le temps de les exposer, ou le juge des affaires familiales zappe un petit peu rapidement, encore une fois, sauf dans un contexte de violence ou de gravité certaine. Donc, effectivement, il faut trouver un lieu où déposer ces griefs. Ce n'est pas forcément le cadre d'une procédure contentieuse, c'est parfois plus dans le cabinet de professionnels avertis tels que des médiateurs familiaux. Je vous remercie à toutes et tous pour votre présence, pour votre écoute. On a largement débordé, mais le sujet est éminemment important pour vous dans votre pratique professionnelle, d'être à jour de cette réforme pour orienter au mieux vos agents et salariés. N'hésitez pas à utiliser le bon de consultation juridique gratuite dans l'onglet les fichiers, ou tout simplement, voilà, on a refait à neuf notre site internet. Dans l'onglet contact, vous pouvez nous envoyer une demande de consultation, soit en visio, soit au cabinet, soit par téléphone, assez détaillé. On y répondra avec le plus grand plaisir et la plus grande disponibilité, et nous répondrons bien évidemment aussi à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Je les relayerai auprès de Maître Arros et Maître Rubin. Merci Léa pour votre contribution à ce webinaire. Merci Maître Rubin, merci Maître Arros. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour nos prochaines thématiques. La semaine prochaine, un dossier, oui, on pourrait parler de dossiers extrêmement importants, qui est le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement, qui est dont l'appréhension est souvent extrêmement complexe. Eh bien, j'aurai la chance d'accueillir un psychiatre qui a écrit sur ce sujet, le docteur Philippe Haïm, et un psychologue addictologue, monsieur Alexandre Zakin, et nous exposerons à 3 avec moi-même la vision du droit, que peut le droit, que peut la procédure pénale en la matière, que peuvent les psys, et voilà, comment aborder au mieux ces questions-là, malheureusement trop d'actualité. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci de votre présence, merci de votre écoute. À très bientôt.